Le podcast Déclic comprend les transitions pour vulgariser, ouvrir la réflexion et surtout donner envie d'agir. Bonjour et bienvenue dans le podcast Déclic comprend les transitions dans lequel nous explorons les coulisses des transformations humaines, managériales, environnementales, des individus et des organisations. Alors aujourd'hui, on reçoit Christophe Pérez. Bonjour Christophe. Bonjour, enchanté Chloé. On est ravis de te recevoir dans le podcast Déclic. Donc, tu es le fondateur de l'Académie du numérique. Tu formes des entreprises en IA, en intelligence collective et en no-code. Exactement, tout à fait. On a une dizaine d'années d'existence et effectivement, ces 4 dernières années, on s'est essentiellement orienté vers les approches intelligence artificielle et les approches no-code. Et donc, à l'heure de l'intelligence artificielle, quels sont les principaux défis rencontrés par les entreprises que tu accompagnes lors de la mise en place de celle-ci, notamment lors de l'automatisation? Alors, j'ai envie de dire, on n'a pas de alors, il n'y a pas de problématique majeure parce qu'on est plutôt très sollicité sur le déploiement des solutions d'intelligence artificielle. Les entreprises, effectivement, tout secteur d'activité confondu parce que c'est assez transverse, s'aperçoivent que c'est un virage à prendre dès maintenant. Ça évolue tellement vite, on a une actualité, qui est assez florissante et donc il y a une prise de conscience, assez radicale. Donc on est très sollicité donc là-dessus, il n'y a pas de frein à déployer de l'IA et puis, comme on intervient sur des formats, in situ qui sont très pratiques et axés sur les problématiques des entreprises, elles s'aperçoivent, très rapidement de l'utilité de pouvoir déployer l'IA. Donc on n'a pas tellement de freins, en tout cas sur le déploiement des formations ou des prestations de services, en entreprise. Toutefois, effectivement, il peut exister, quelques réticences, celle qu'on a effectivement, que c'est, parfois aussi le coût des licences, qui Mm. pour moi reste très peu cher compte tenu du gain de productivité. On en parlera peut-être, plus tard. Mais, le retour sur investissement quand on prend des licences, intelligence artificielle, que ça soit sur, Mistral, sur OpenAI avec ChatGPT ou encore plein d'autres, je pense que le coût est très accessible. Au contraire, hein, ce sont des sociétés qui perdent énormément d'argent, donc l'abonnement reste très peu cher par rapport à ce que ça pourrait être. On a quand même quelques réticences, mais, il y a une courbe d'apprentissage. Ça veut dire que, les sociétés s'inquiètent de pouvoir déployer plusieurs comptes, pour, plusieurs utilisateurs. Elles voudraient, mutualiser et avoir un compte pour plusieurs utilisateurs. Lorsqu'on va en profondeur, elles s'aperçoivent qu'effectivement, il y a un vrai intérêt, qu'il y a un vrai retour sur investissement et au fur et à mesure, ça se débloque. Mais le prix, contrairement à ce qu'on peut penser, parce que pour moi, il est plutôt très bas en termes de positionnement, ça peut rester un premier frein pour l'entreprise. D'autre part, pour le système d'automatisation, je note 2 choses. Je note, d'abord des et là, il faut être attentif aux problèmes de sécurité. On a des IA qui embarquent aujourd'hui, des connecteurs nativement qui permettent de piloter une IA et de se connecter avec sa boîte mail, avec son agenda et cetera. On l'a vu sur la dernière version, par exemple, de ChatGPT, avec les agents de ChatGPT 5. Effectivement, il faut être vigilant. Il peut y avoir aussi des données qui soient transférées, à OpenAI, donc il y a une certaine réticence, ce qui peut se comprendre. Donc il faut faire attention. D'autre part, c'est en constante évolution, donc ça a vocation à se sécuriser et à ce qu'on ait une meilleure visibilité sur les données qui sont utilisées et comment elles le sont. Mais en contrepartie, j'ai envie de dire, il y a aussi des solutions comme Make, M-A-K-E, qui vont permettre de mettre en place des connecteurs qui soient beaucoup plus sécurisés. Donc là, on peut aussi rassurer les entreprises sur ce type de pratique. Et puis la dernière, difficulté qu'on peut rencontrer dans l'automatisation, ça va être, les outils dont les entreprises sont propriétaires, qui sont parfois des solutions qui ont été développées sur mesure et qui sont complètement propriétaires et assez fermées. Et en termes d'automatisation, forcément, il faut quand même, travailler avec des outils qui sont à la base plutôt ouverts, qui sont compatibles avec Make ou qui ont des API permettant de communiquer. Donc ça fait partie un petit peu des défis et des principales, menaces qui peuvent être rencontrées, c'est, les solutions qui sont un petit peu anciennes et qui sont complètement fermées et propriétaires, sur lesquelles on n'a pas forcément la possibilité de déployer rapidement des automatisations avec l'IA. Voilà un petit peu ce qu'on constate, sur le portefeuille client avec lesquels on travaille. J'imagine que les enjeux, ils sont pas non plus les mêmes pour des TPE, des PME, des grands comptes qui nous écoutent sur le podcast aussi.
Tu parlais de ce retour sur investissement qui peut être hyper intéressant. C'est vrai que pour un petit chef d'entreprise, c'est intéressant de le savoir, de l'avoir en tête, parce que c'est vrai que c'est un coût qui n'est pas le même pour une plus grosse société, mais en tout cas, le retour sur investissement, il est assez rapide et puis il est assez large. Donc, c'est vrai que les enjeux sont pas tout à fait les mêmes sur ces volets-là non plus. Non, tout à fait, mais quelle que soit la typologie de l'entreprise et la taille de l'entreprise, plus on fait gagner de temps homme avec un grand H, qui Mm. concerne les hommes et les femmes bien sûr, sur, le nombre d'heures voilà, sur les tâches chronophages qui vont pouvoir être déléguées à l'IA, plus on accroît le taux de productivité des équipes, et plus elles se consacrent sur des tâches à forte valeur ajoutée qui vont amener plus de valeur pour l'entreprise. Donc, chacun à son niveau, quel que soit l'investissement, je pense que quand c'est bien utilisé et quand on est formé et qu'on utilise pleinement ou en Mm. tout cas, grandement les possibilités de l'IA, on a vite un retour sur investissement. On pourra en parler après. L'idée, c'est de mettre des KPI, des indicateurs clés de performance pour mesurer justement les gains en productivité et avoir une notion de ROI, de retour sur investissement. Oui, bien sûr. Alors toi, tu interviens notamment dans le secteur du BTP. Comment justement les outils no-code et les solutions d'automatisation dont on vient de parler peuvent-ils répondre aux besoins spécifiques des entreprises dans ce secteur du BTP, notamment en termes de gestion de projet, suivi de chantier? Alors, c'est vrai que, de par notre proximité avec la Fédération du bâtiment, 95 de nos clients en B2B sont issus du secteur du bâtiment, du BTP. Hem, à ce titre, c'est vrai qu'aujourd'hui, les outils no-code et l'intelligence artificielle, ça amène vraiment une vraie valeur ajoutée, notamment sur les entreprises du bâtiment. Pourquoi? Parce que j'ai essayé de faire deux approches, une sur le no-code et une sur l'IA. Mais, on a dans le domaine du bâtiment, il ne faut pas croire, mais c'est quand même aussi un secteur où la fédération du bâtiment est très en veille et cherche toujours à innover et à amener ses adhérents, vers des outils, toujours, une transformation digitale et des outils toujours plus intéressants. Hem, on a toutefois, ces entreprises, qui gèrent énormément d'aspects, sont sur des logiciels qui sont souvent très rigides. Des logiciels anciens, voilà, qui font de la devis, facturation, de la maîtrise d'ouvrage, mais qui sont, très rigides, sur lesquels on n'a pas eu non plus de digitalisation forte sur, ces dernières années. Et donc là où le no-code va intervenir, c'est qu'on a la possibilité pour ces entreprises de faire du sur-mesure, c'est-à-dire que on développe des logiciels. Alors on se connecte aux logiciels existants, heu avec, parfois plus ou moins de difficultés selon les logiciels, puisque comme je te l'ai dit, il y en a qui sont assez rigides. Mhm. Mais on a la possibilité en fait d'apporter une vraie valeur. Pourquoi? Parce qu'on va interconnecter, toutes les données au sein d'un même outil. Et donc on a une lisibilité qui est, beaucoup plus intéressante. On apporte aussi du no-code, ce qui veut dire que les entreprises deviennent propriétaires de leur solution. En tout cas, nous, on fonctionne comme ça, c'est-à-dire qu'on développe et on transmet la propriété du logiciel no-code qui a été développé du coup sans ligne de code à l'entreprise. Donc elle devient propriétaire de sa solution. Elle a L'avantage du no-code, c'est qu'on travaille sur des outils qui sont très performants, qui sont stables, qui sont très sécurisés, qui répondent à toutes les normes de sécurité et RGPD. Le client devient complètement indépendant parce qu'il a la main sur sa solution et le Graal quelque part chez nous, c'est de former les équipes au no-code pour qu'elles soient complètement, l'entreprise indépendante et autonome. Mhm. On a un déploiement avec le no-code qui est très rapide puisque, sur les projets, on peut aller de 5 à 10 jours pour déployer un ERP, qui est, très performant jusqu'à plusieurs dizaines de jours selon la complexité du projet, mais on Ouais, divise c'est par hyper 10. rapide. Généralement, on divise par 10 le temps de développement par rapport à une solution, vraiment, classique, traditionnelle, avec du code. Mhm. Donc, c'est intéressant. On évite, à partir de là, toutes les doubles saisies qui font perdre du temps et qui sont, très chronophages dans les entreprises, encore plus dans le bâtiment. Ouais. Et puis on est aussi, tu vois, en termes de budget sur des coûts qui sont des coûts annuels et on n'est pas sur une logique de SaaS, de Software as a Services, où, les entreprises aujourd'hui souvent payent par utilisateur et par mois. Donc là, on est sur une logique dans le no-code où on paye un forfait annuel et quel que soit le nombre d'utilisateurs. Donc il y a une vraie, logique de rentabilité et de mutualisation sur le développement de ces outils. Et pour revenir à l'IA, quand on met en place une solution no-code comme ça pour les entreprises qui vont permettre de piloter les chantiers. Alors piloter les chantiers, ça veut dire quoi? Ça veut dire que contrairement aux solutions traditionnelles, elles vont pouvoir avoir l'état d'avancement en temps réel, elles vont pouvoir gérer les plannings en temps réel, avoir des indicateurs clés de performance entre le prévis et le réalisé,
pour avoir le débours, faire des solutions de pointage pour leurs salariés depuis le mobile, avoir des trackers GPS qui soient également, croisés avec, les données, les remontées d'heures pour savoir s'il y a des incohérences. Tout ça, on le fait de façon très dynamique et de façon très novateur, contrairement aux solutions qui existent. On a également, et quand on dit couple, et ça c'est tout l'intérêt de l'IA, c'est qu'on va commencer à collecter de la donnée sur ces ERP, et une fois qu'on a de la donnée, ben, c'est là que l'IA rentre en jeu et ça va être très intéressant, puisqu'on va pouvoir aussi, par exemple, analyser une entreprise dans le bâtiment va recevoir énormément de factures fournisseurs, et Mmh. aujourd'hui, l'IA va être capable d'analyser les factures, de voir à quel chantier c'est rattaché, de ventiler automatiquement la facture fournisseur par chantier pour avoir une comptabilité analytique. Et pour finir, eh ben, l'IA va permettre, une fois qu'elle est connectée à l'ERP et qu'on a centralisé toute cette donnée sur la gestion d'un chantier, d'être capable, si on a un problème sur le chantier, de remonter dans un historique et de savoir comment on a pu régler précédemment un problème qu'on rencontre sur un chantier. Parce que l'IA va être capable d'agréger et de comprendre tout ce qui s'est passé et d'avoir une lisibilité sur une information avec un volume très important. Donc on va pouvoir l'interroger pour nous aider à peut-être corriger des problèmes par rapport à ce qu'on a déjà eu dans le passé. Elle va pouvoir nous aider également à peut-être mieux deviser les chantiers par rapport à des chantiers, dont on a peut-être fait des marges moins importantes que ce qu'on avait prévu. Elle va nous aider aussi à voir, à corriger en temps réel la rentabilité du chantier parce qu'elle estime que le temps passé au niveau du volume, d'heures, d'hommes est, trop, conséquent par rapport à ce qui a été prévu, Mmh. et optimiser la gestion des plannings. Donc c'est de l'assistant, ça reste un assistant, mais qui peut être vraiment, dans la suivi et la gestion de chantier, très performant et d'une grande utilité pour les conducteurs de travaux, les chargés d'affaires et les Grande chefs d'équipe. utilité pour, ouais, pour anticiper, pour prévenir, pour perfectionner ses outils, ses manières de faire. Donc, Exactement, un exact assistant, très complet. exactement, et là on est, dans le suivi, de chantier, mais en amont, c'est pareil, on l'utilise pour, analyser des marchés, les CCTP, les DPGF, voir s'il y a des incohérences. Est-ce que par rapport au DTU, on est bon? Enfin, toutes ces normes qui sont assez complexes et qui exigent du temps, aussi bien dans l'analyse de plans qui sont traités par l'IA. En amont du chantier, ça aide, et pendant le suivi de chantier, c'est également un outil très performant. Et nous permettre, j'imagine, d'être, complètement en cohérence avec la législation qui est assez changeante, dans ce secteur aussi. Exactement, puisqu'en fait, ce que nous demandent les entreprises du bâtiment, c'est de déployer des IA qui leur sont propres. On n'est pas sur la donnée publique. On nourrit l'IA avec de la donnée interne à l'entreprise et notamment toute la législation. Et là, on peut également s'appuyer sur la Fédé du bâtiment qui est très, très nourrissante en termes de veille documentaire. Et donc, l'IA est spécialement entraînée pour les besoins d'une société avec une information qui est interne, et Mmh. effectivement, que ce soit en droit social, en fiscalité, en comptabilité ou en technicité sur des DUT ou sur des normes dans le bâtiment, eh ben, elle va être d'une grande aide à tous les collaborateurs de l'entreprise. Alors, tu interviens dans le secteur donc du bâtiment, mais aussi dans le secteur de la formation. Comment là encore, l'IA répond aux besoins qui sont variés pour les formateurs, les apprenants, dans ce contexte, justement, les compétences digitales évoluent rapidement. Est-ce que tu peux nous donner aussi un exemple d'application pratique? Oui, c'est vrai qu'en termes d'organisme, parce qu'on a une double activité, on est, agence, du coup, no code et IA, on développe des solutions et des prestations sur mesure pour les entreprises, mais également nous sommes organisme de formation et nous avons un CFA. Nous formons des étudiants en bachelor et en master sur les métiers du numérique et du digital, et comme tu dis, effectivement, sur la partie formateur, ben, on a utilisé l'IA aussi pour, nous, gagner en productivité. On a commencé par là, mais des exemples concrets pour un formateur ou un référent pédagogique chez nous aujourd'hui, on a forcément un ERP, hein, qui nous permet de gérer, tous nos étudiants en no code, bien sûr, développé avec Bubble, et on va pouvoir proposer à l'IA, qu'elle analyse le parcours pédagogique d'un étudiant et qu'elle suggère en fait au référent pédagogique un parcours de formation individualisé par rapport aux manquements qu'il peut avoir sur certains modules. Donc là, c'est aussi ça aide grandement nos formateurs et nos référents pédagogiques parce que, voilà, elle va être capable de faire des suggestions, l'IA, qui sont très pertinentes par rapport Mmh. à tous les modules et tous les questionnaires et les positionnements et les études de cas que l'étudiant a remplis. On va également aider les formateurs sur la création de syllabus, ça veut dire, tous les référentiels de modules qu'ils doivent créer pour leurs cours. Bah, l'IA va pouvoir les assister sur la création de ces syllabus. Les supports de formation également, parce que c'est assez chronophage de créer des supports qui soient, professionnels, visuellement attractifs.
toujours actualisé. Donc là, l'IA aussi avec d'autres solutions va nous permettre de créer ces supports qui vont être diffusés aux étudiants. L'IA va également aider les formateurs dans la correction des études de cas. Ça reste un assistant, mais néanmoins, ça les aide sur la correction des études de cas. Et pour tout ce qui est prise de notes, puisque quand on a un étudiant en entretien individuel, on a des copilotes, des assistants IA qui vont prendre des notes, qui vont pouvoir synthétiser ces notes et les joindre au suivi pédagogique de l'étudiant. Donc là, c'est toujours pareil, c'est un assistant intéressant pour nos référents pédagogiques et heu et des suites de parcours également, personnalisées pour, les opportunités professionnelles en fonction du parcours de l'étudiant, peut-être des modules sur lesquels il se distingue, il est plus fort. Peut-être demander à l'IA, c'est ce qu'on fait, de lui suggérer, des parcours professionnels qui sont peut-être plus adaptés à son profil. Donc pour les formateurs, on voit clairement l'intérêt que ça apporte cette IA. Et pour les apprenants, j'imagine donc que ça leur apporte aussi peut-être une certaine fluidité, une rapidité aussi dans la transmission des informations, à des documents. Est-ce que tu peux nous en dire davantage? Ouais, de façon, très très pratique, comme, tous les organismes de formation, on a un espace numérique de travail. Alors nous, on fait du distanciel en synchrone, donc nos cours sont dispensés en live avec des formateurs. Mais, ils ont quand même un espace numérique de travail pour émarger, pour, avoir des ressources pédagogiques et autres. Et par exemple, aujourd'hui, l'IA, si on aborde, voilà, un module avec un formateur. L'étudiant va se connecter à son espace numérique de travail et en fonction, du cours qui est dispensé, on a une IA qui va proposer à l'étudiant des ressources pédagogiques complémentaires, d'accord? Qu'elle va puiser dans une base de données qu'on lui a donnée et en fonction peut-être des manquements de l'étudiant, les ressources pédagogiques suggérées à l'étudiant vont différer d'un étudiant à l'autre. Donc Hmm. on Donc a c'est un accès. un accès plutôt personnalisé presque. C'est ça, exactement et au lieu d'avoir une bibliothèque classique, c'est l'IA qui va, en fonction de la thématique du jour, proposer à l'étudiant des ressources pédagogiques complémentaires, personnalisées par rapport au parcours de l'étudiant. Donc pour nous, c'est d'une aide, incroyable parce qu'on ne pourrait pas le faire, pour chaque étudiant, en temps réel Hmm. tous les jours et là, l'IA Et du s'en coup, charge. en plus, l'apprentissage, on imagine qu'il est d'autant plus concluant et pertinent pour Bien sûr. l'apprenant. Bien sûr, parce que, ça nous permet, et c'est la plus grosse, difficulté, c'est d'individualiser au maximum les parcours des étudiants. Donc quand on a une classe et d'individualiser les parcours, c'est ce qu'on essaie de faire, mais c'est pas toujours facile et là, l'IA peut prendre le relais pour assister Hmm. le formateur là-dessus. Donc ça, c'est intéressant et pareil, après en fonction des soft skills qu'il a développés, parce qu'on travaille beaucoup avec ça, l'IA va être aussi capable en fin de parcours d'alternance de pouvoir, suggérer à l'étudiant des fiches de poste ou des entreprises, des typologies d'entreprises qui peut-être lui correspondent davantage par rapport au suivi, au parcours pédagogique et peut-être aux forces et aux faiblesses qu'il a pu développer durant sa formation. Là, c'est pareil, c'est un assistant. Donc, on ne pourrait pas le faire ou ça nous prendrait trop de temps pour le faire pour chaque étudiant. Donc, on s'appuie sur l'IA pour venir en complément et proposer aux étudiants des suggestions de parcours professionnels et des opportunités professionnelles qui soient davantage adaptées à son profil. Donc, une pédagogie axée sur le projet chez Académie Numérique, on voit clairement les, 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 les points positifs, hein, les points beaucoup plus pertinents par rapport aux méthodes traditionnelles dans l'apprentissage avec ce que vous faites. Comment tu évolues le retour sur investissement en gain de temps, réduction des coûts pour les entreprises justement qui adoptent les solutions de no-code et d'IA enseignées dans vos formations chez Académie Numérique? Ce qui est important, c'est, comme on le disait tout à l'heure, c'est que quand on déploie une licence ou qu'on achète des licences, en intelligence artificielle pour, son entreprise, c'est effectivement d'avoir un retour sur investissement. Donc nous, on estime qu'il y a une courbe d'apprentissage qui se fait. Alors, c'est tout l'intérêt, je pense, de se former parce que déployer, une IA sans se former, on va pas l'utiliser de façon optimale et finalement, on met beaucoup plus de temps à être, efficient. Donc, Mm. se former, c'est important et ensuite développer une courbe d'apprentissage. Plus on l'utilise, plus on arrive à obtenir des livrables qui correspondent à nos attentes, plus on a des gains de productivité. Donc ce qu'on fait, c'est que on fait une feuille de route sur plusieurs mois généralement et on met en place des KPI, des indicateurs clés de performance. Et je prends l'exemple à nouveau d'un mémoire technique, mais si on doit répondre à un appel d'offres et qu'on doit constituer un mémoire technique avec tout ce que ça comporte, on va le faire avant qu'on ait mis l'IA en entreprise et puis après. Et puis on va estimer que voilà, par rapport à chaque département qui est impliqué sur la gestion de cet appel d'offres, combien de temps on a gagné.
Et donc, on a des petits reportings comme ça qui vont permettre à différentes personnes d'inscrire des valeurs sur le temps économisé. Et c'est comme ça qu'on arrive à savoir si, au bout du temps, ben, on a économisé par département 2, 3 ou 4 heures sur un appel d'offres. Et puis, on s'est encore formé, on est encore monté d'un cran sur notre aptitude à pouvoir maîtriser l'IA et peut-être qu'on va encore gagner 1 heure par département. Et c'est ce qu'on va ramener comme reporting un petit peu au chef d'entreprise pour lui expliquer, ben voilà, on a déployé des solutions IA, il y a une coût de licence, mais en contrepartie, voilà le temps homme économisé avec un grand H. Mmh. Et c'est comme ça, en fait, c'est ces indicateurs clés de performance qu'il faut mettre en place et sur lesquels il faut faire un reporting pour savoir, voilà, quel est le retour sur investissement et quel est le gain en productivité qu'on a réussi à atteindre. Et la plupart du temps, les accompagnements, juste pour prendre un ordre d'idée, ça dure combien de temps? Alors, ça En dépend, fonction des si c'est problématiques, j'imagine, mais oui, voilà, ça peut être, si on en intervient moyenne? nous que sur des mémoires techniques ou que sur de l'appel d'offres, ben, on va faire, 2-3 ateliers, donc ça va durer 2-3 jours, pas plus. Et puis après, on va se revoir dans 6 mois pour, évaluer les compétences et les acquis et pouvoir faire monter les équipes parce qu'il y a toujours des évolutions, hein, on le voit avec les versions qui Mmh sortent, mh. et puis quand c'est une transformation digitale qui est complète, avec un développement d'un ERP complet et puis, former toutes les équipes à l'IA, ça dépend de la taille de l'entreprise. Mais sur des entreprises de plus de 100 salariés, on est voilà sur 1 année quoi, à minima. Ouais. Je me mets à la place des chefs d'entreprise qui nous écoutent peut-être sur le podcast, qui avaient besoin peut-être d'avoir un ordre d'idée justement, en termes de coût, tu nous en as parlé, en termes de délai, de durée, c'est aussi intéressant pour pouvoir se projeter sur une Ouais, transformation numérique. ouais, bien sûr. Et donc pour conclure cet épisode, Christophe, quelles sont, pour toi les grandes tendances à venir dans le domaine, du no-code, de l'automatisation et de l'intelligence artificielle? Comment les entreprises, elles doivent, se préparer aujourd'hui plus que jamais? Alors c'est une question difficile, Chloé, parce que j'ai pas de baguette magique et que, tout va très vite. Mais pour être tout à fait rationnel, et très terre à terre, je pense que le défi, en tout cas les tendances à venir, en tout cas pour anticiper les tendances Mmh, je pense que l'important pour les entreprises, c'est qu'elles commencent à se doter de compétences en interne. Parce que la technologie, a jamais été, aussi innovante, aussi performante, mais elle n'a jamais été aussi, si facilement accessible et maîtriser l'IA dans une entreprise, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Je veux dire, il suffit de suivre une méthodologie, on peut déjà commencer à acquérir des compétences qui sont très intéressantes et qui permettent de réels gains en productivité. Il en est de même pour la partie no code. Donc, quelque part, j'ai envie de dire, pour moi, la grande tendance ça va être de se doter en interne dans les entreprises de compétences capables de comprendre ces systèmes-là, ces technologies, ces innovations, pour que, on ait des personnes référentes, des personnes pilotes qui soient en veille sur ces technologies, qui se forment au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que je pense que ce qui est très important pour les entreprises, c'est qu'elles soient capables dans les à court terme, d'avoir une autonomie et une indépendance vis-à-vis de leur transformation digitale, pour faire face aux changements qui sont parfois assez tranchants et c'est assez radical parfois. Donc, la clé, je pense que c'est, d'avoir des personnes référentes, des personnes pilotes qui s'intéressent à l'IA, qui s'intéressent au no-code et rendre une forme de souveraineté, une forme d'indépendance et se donner aussi, une certaine agilité, une flexibilité par rapport à au déploiement des solutions numériques en entreprise et à cette capacité à faire des gains de productivité, à améliorer ses outils existants, améliorer ses CRM et développer des solutions sur mesure sans non plus exploser les budgets vis-à-vis des prestataires informatiques, voilà, qui sont parfois nécessaires, hein, parce qu'il y a des développements très spécifiques qui ne peuvent pas être développés en no code. Mais dans bien des cas, on peut aussi passer par ces solutions-là. Donc, je n'ai pas de recommandation ultime. Je vois que ça évolue tellement rapidement que, pour moi, le gage de sécurité pour être sûr d'être, d'être dans le bon timing par rapport aux innovations et aux technologies, c'est d'avoir des intégrer ou en tout cas, prenez des personnes chez vous qui aient déjà des aptitudes pour le numérique, pour le digital et faites-les évoluer sur les technos IA et no code pour vous assurer une autonomie, une flexibilité et une agilité et toujours rester en veille par rapport à ce qui se fait. Je pense que c'est, voilà, très rationnel, c'est plutôt simple à mettre en place, il y a pas mmh. de gros challenge, mais ça permettra d'appréhender tout ce qui va se passer parce que j'ai pas de boule de cristal, mais
je vois que ça évolue à une vitesse qui est, juste hallucinante. Donc Et puis, il y a autant, une grosse accélération en ce moment. ouais, bien sûr, bien sûr, Mm. bien sûr. Et là, tout est en train de effectivement, entre les objets connectés, la robotique, enfin, tout ce qu'on voit, c'est ça va devenir quelque chose Mm. de particulièrement, impressionnant. Donc autant, avoir déjà des personnes en interne qui soient capables de faire évoluer votre société et toujours rester avec, une marge de progression par rapport aux technologies, existantes sur le marché. Eh bien, merci beaucoup, Christophe. Ça nous a permis d'avoir des éclairages et de comprendre vraiment les enjeux liés à l'intégration de l'intelligence artificielle et du no-code dans toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité. Merci beaucoup pour ton expertise et à très bientôt sur Déclic. Merci.